La liberté. Alors ici, on ne va pas parler de la liberté comme liberté d'agir, mais de la liberté comme liberté intérieure. Cette liberté intérieure, c'est une propriété de la volonté. On la définit donc comme la liberté de vouloir, et plus précisément comme la spontanéité de la volonté. Être libre au sens de la liberté intérieure, c'est ne pas être déterminé. Alors la grande question qui tourne autour de la notion de liberté conçue comme liberté intérieure est celle de savoir si l'homme est libre ou bien s'il est déterminé. Existe-t-il une spontanéité de la volonté ? La première réponse qu'on va envisager, c'est bien sûr que la liberté existe. C'est ça l'opinion commune. Pour justifier cette opinion, on a différents arguments. D'abord, il y a l'idée que la liberté, avant de se prouver, c'est quelque chose qui s'éprouve. Autrement dit, j'ai le sentiment d'être libre. C'est quelque chose que je ressens. Je vois bien qu'il y a une différence, par exemple, entre le fait de lever le bras volontairement et le fait d'avoir le bras levé par quelqu'un d'autre. On n'est donc pas ici, si vous voulez, dans un raisonnement qui me montrerait que la liberté existe, on ne le démontre pas, mais c'est quand même un argument que vous pouvez mobiliser dans une dissertation. Deuxième argument, c'est le lien qu'il faut toujours avoir en tête entre liberté et valeur. Ce qui confère de la valeur à mes actes, c'est le fait qu'ils sont faits librement. Là, on peut utiliser une citation de Beaumarchais qui nous dit « Il n'est pas d'éloge flatteur sans liberté de blâmer ». En effet, si par exemple on vous fait un compliment, si ce compliment vous touche, c'est bien parce que la personne qui vous le fait aurait pu ne pas le faire. Donc il y a un lien très fort entre liberté et valeur, et on peut même aller plus loin, c'est la liberté de mes actions qui fait que je suis quelqu'un de responsable. Si quand j'agis, je suis déterminé à agir, alors je ne suis pas forcément responsable de ce que j'ai fait. Donc à partir du moment où on considère que mes actes ont de la valeur et qu'ils engagent ma responsabilité, c'est bien qu'on suppose qu'ils sont libres. Donc ça, c'est le deuxième argument. Troisième argument, c'est un argument que mobilise Emmanuel Kant. Emmanuel Kant nous dit que ce qui prouve la liberté, c'est la loi morale que je constate en moi. Si dans une situation, je constate en moi un devoir, ça veut bien dire que je suis libre. En effet, un ordre n'a de sens que si je peux lui obéir. Si donc dans une situation, j'ai en moi une loi qui me dit « tu dois faire ça », ça veut bien dire que je peux le faire. C'est un « je dois » qui révèle un « je peux ». La liberté, pour être prouvée, d'après Kant, suppose qu'on en passe par le constat de la moralité en l'homme. Voilà. Donc 3 arguments qui permettent de montrer dans un premier temps que la liberté existe. Simplement, on ne peut pas s'en tenir à cette position, puisque cette liberté, peut-être qu'elle n'est au fond une illusion, puisqu'elle peut reposer, cette illusion, sur l'ignorance des causes qui, en réalité, viennent me déterminer plus ou moins consciemment. C'est la grande thèse du grand 2 ici, on va étudier ce qu'on appelle le déterminisme, et là il y a une petite référence qui est intéressante, c'est Spinoza qui dit que le libre arbitre est une illusion qui repose sur l'ignorance des causes qui nous déterminent. Alors quelles peuvent être ces causes qui nous déterminent et qu'on ignore ? Alors il y en a plein, on en a choisi quelques-unes ici. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler un déterminisme psychologique. Ici je vous renvoie à Freud et à la vidéo qui a été faite sur l'inconscient. Freud qui nous explique bien que notre enfance, notre histoire personnelle, peut nous déterminer, sans qu'on s'en aperçoive d'ailleurs, à l'âge adulte. Nos choix, nos envies, nos orientations à l'âge adulte sont peut-être le reflet et l'effet de ce qui s'est passé dans notre enfance. Donc déterminisme psychologique qui est inconscient. Un autre déterminisme qu'on pourrait envisager, c'est le déterminisme génétique. Les recherches scientifiques tendent à montrer qu'il y a des prédispositions génétiques. Par exemple, des prédispositions génétiques à l'addiction. Il ne s'agit pas nécessairement d'un déterminisme strict, puisque c'est une prédisposition, mais on est plus apte à devenir quelqu'un peut-être en fonction de notre héritage génétique. Et enfin, dernier déterminisme qu'on envisage ici, le déterminisme social. Alors là, je renvoie plus précisément à Pierre Bourdieu, et notamment à ses travaux sur l'école. Pierre Bourdieu qui nous montre que le système scolaire républicain, qui a été créé pour casser la reproduction sociale qui caractérisait l'Ancien Régime, où l'origine sociale déterminait la position sociale finale, le système scolaire républicain, en réalité, maintient ce lien entre origine sociale et position sociale finale. Pourquoi ? Eh bien parce que la grande idée du système scolaire républicain, c'est qu'il ne doit pas y avoir de lien entre la réussite scolaire et l'origine sociale. Et donc il ne doit pas y avoir de lien entre l'origine sociale et la position sociale finale, puisque cette position doit simplement dépendre de la réussite scolaire. Mais les statistiques montrent qu'en réalité ce lien persiste. Et ce que dit Bourdieu, c'est que c'est d'autant plus grave que l'école, à travers la notion de mérite, va masquer le fait
qu'il y a une influence de l'origine sociale sur la réussite scolaire et donc sociale ensuite, hein. L'école, à travers la notion de mérite, va légitimer d'une certaine manière la reproduction sociale. Donc il y a bien toujours une influence de notre milieu social, de notre capital culturel, de notre capital économique et de notre capital social sur notre réussite scolaire et donc sur notre position sociale finale. C'est une forme de déterminisme, dit Pierre Bourdieu. Donc on voit dans cette deuxième partie qu'il y a des choses qui viennent nous influencer, qu'on s'en aperçoive plus ou moins, hein, et que ces déterminismes-là remettent en cause l'idée que la liberté existe comme ça spontanément. Simplement, si on s'en tient à cette idée, c'est-à-dire à l'idée que nous sommes déterminés, alors, comme on l'a vu tout à l'heure, l'homme perd sa responsabilité. Et c'est la morale qui disparaît. Il faut donc essayer de voir s'il n'existe pas un moyen de rendre compatible liberté et déterminisme, c'est ce qu'on fait dans la troisième partie. Bon, et bien là, il y a une thèse qui est vraiment intéressante, c'est comme une troisième voie, hein. L'idée, c'est que la liberté, c'est l'intelligence de la nécessité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme n'est libre que s'il prend conscience de ses déterminismes. C'est en connaissant ces déterminismes que l'homme va s'en libérer. Plus précisément, hein, au départ, on va considérer que l'homme est déterminé par tout un tas de facteurs, familiaux, facteurs culturels, etc., sociaux, mais qu'en faisant un travail qui vise à avoir l'intelligence de ces facteurs, à les connaître, l'homme va pouvoir ensuite s'en émanciper. C'est le cas tout particulièrement avec Freud. En travaillant à prendre conscience des pulsions refoulées qui sont l'effet d'une histoire vécue, je vais pouvoir m'en libérer et me libérer des pathologies que ces mêmes pulsions ont pu générer. Donc la question n'est pas de savoir si l'homme est radicalement libre ou s'il est radicalement déterminé, il s'agit plutôt de bien voir que l'homme peut être libre à partir du moment où il comprend qu'en fait il ne l'est pas à l'origine.